Bienvenue mes chers élèves. Nous assistons tous ensemble, encore une autre fois, à une nouvelle activité d'étude du texte dont on va essayer d'analyser le chapitre 48 en suggérant à chaque fois que la lecture de vos œuvres intégrales à l'avance est nécessaire, ainsi qu'une relecture des supports mentionnés lors des séances d'étude des textes était et sera souvent bénéfique et essentiel. Il s'agit donc d'une leçon destinée aux élèves de la première année du bac et qui s'inscrit dans le 3e module, à savoir le roman à thèse, le dernier jour d'un condamné. Commençons toujours, comme d'habitude, par la phase d'identification. Alors, c'est toujours une récapitulation de tout ce qu'on a déjà vu. Alors, le titre, c'est « Le dernier jour d'un condamné ». L'auteur, Victor Hugo, qui est né en 1802 et décédé en 1885. Le genre littéraire auquel appartient l'œuvre, alors, c'est un roman à thèse. La date de publication est 1829. Alors, pour cette date, il faut prendre en considération que le roman est édité en février 1829 par l'éditeur Charles Gosselin. Mais son nom d'auteur, ce n'est que 3 ans plus tard, ça veut dire en 1832 que Victor Hugo complète son roman par une longue préface qu'il signe de son nom. Alors, le lieu de l'action pour ce chapitre, alors les événements vont se dérouler dans l'hôtel de ville. Alors, déjà au début du chapitre, on a l'indicateur de lieu, une chambre de l'hôtel de ville qui s'adonne sur la place de Grève, bien évidemment. C'est ce qu'on va trouver au début du chapitre aussi, alors dans le premier paragraphe. Le temps de l'action, 3 heures. Alors la toilette du condamné commence à 3 heures. Ça veut dire qu'1 heure sépare le condamné de son exécution, parce que l'exécution sera à 4 heures. Les personnages de ce chapitre sont le condamné, le bourreau Samson, qui est appelé Samson, et ses assistants, le journaliste, le prêtre, le gendarme, le peuple et les cabaretiers. Ça veut dire ceux qui vendent les tickets aux gens pour qu'ils assistent au spectacle de la guillotine. Les registres littéraires les plus dominants sont tout d'abord le registre tragique. Alors l'heure de l'exécution s'approche et le trajet du condamné est déjà fait. Alors dans le texte, on trouve l'expression suivante. Ainsi j'y suis. Alors, il se trouve déjà à l'hôtel de ville. Il se trouve à l'hôtel de ville qui s'adonne sur la place de Grève. La place est là. Alors, tout ce qui est entre parenthèses, ce sont des expressions tirées du texte, dont il y avait un horrible peuple qui attend sa condamnation autour de l'échafaud. Alors, l'échafaud, comme on a déjà signalé, ça fait longtemps, c'est le lieu de l'exécution, ce qui a engendré une immense peur chez le condamné. Alors, il a mentionné dans le chapitre que son cœur avait failli. J'ai tremblé. Alors, le cœur m'a failli, j'ai tremblé. Ainsi que le bourreau et l'échafaud renvoient au sang et connotent par la suite la mort qui demeure un destin inévitable. Le registre ironique. Malgré sa peur et sa situation tragique, le narrateur ne manque pas de se moquer afin de critiquer l'attitude indésirable et inhumaine de la foule qui adore assister à sa condamnation. Alors on peut soustraire du texte « Et les plus près de moi battaient des mains si fort qu'on aime un roi. Ce serait moins de fait. Eux les chapeaux, moi la tête. » On comprend de cette phrase ou bien de cet énoncé que le condamné, malgré l'extrémité de sa peur,
il a essayé de transformer ou bien de métamorphoser la situation pour dire que ces gens-là l'applaudissent, il l'attend comme s'il était un roi et non plus un condamné. Dans ce cas, on parle de l'ironie. Les bourreaux qui veillent à ce que tout se passe dans les règles. Ces bourreaux sont des hommes très doux. Ils mettent de l'humanité là-dedans. Alors, on a de l'antiphrase, si on voulait dire. Alors, et vous savez qu'on utilise l'antiphrase pour noter de l'ironie, bien évidemment. Ces bourreaux sont des hommes très doux. Ils mettent de l'humanité là-dedans. Alors, c'est tout à fait le contraire. Normalement, les bourreaux, ce sont ceux qui exécutent, qui condamnent les détenus. Alors, ils ne peuvent pas être doux. Ils ne peuvent pas être humains. Ce sont des adversaires, normalement, du condamné. Ils ne peuvent pas faire leur éloge, si on voulait dire. Et si on veut aller plus loin, on peut dire que cette alternance du tragique et de l'ironique renforce de l'humour noir. Alors, ça se manifeste dans la phrase suivante. Alors, j'ai ri horriblement. Comment on peut rire horriblement? Aussi, moi, et j'ai dit aux prêtres, eux les chapeaux, moi la tête, qui connote une révolte extrême. Comme vous savez, si vous faites un petit retour en arrière, lors de l'analyse de la pièce modernisée de Jean Anouilh, on a parlé des pièces de théâtre noires. Alors, et on a dit que ces pièces de théâtre ont eu pour rôle d'annoncer cette révolte de l'être humain qui cherche ou bien qui est à la quête de son existentialisme, de son humanisme. Ça veut dire qu'à l'époque de la guerre mondiale, l'être humain a perdu son humanité. Il n'avait plus ses droits. Alors, et on a ces pièces noires qui évoquent cette révolte de l'être humain à l'égard de cette situation. Alors, on peut aller de ce cadre pour bien comprendre et mentionner que cette alternance ou bien cette alliance, si on voulait dire, du tragique et de l'ironique a pour but de mentionner ou bien de renforcer cette révolte interne et extrême du condamné. En ce qui concerne le texte, on est en présence d'un texte descriptif en premier degré. Alors, on a toujours la narration, bien évidemment. On a un narrateur, on a un récit, on a une histoire qu'on est en train de raconter, ou bien que le narrateur est en train de raconter, si on voulait dire, mais ce qui domine, toujours pour le type de texte, on cherche ce qui est dominant, ce qui domine. Dans ce cas, ou bien dans ce chapitre, on est en présence d'un texte descriptif, à visée argumentative. Pourquoi? Alors, pourquoi est-il descriptif? Le narrateur décrit le trajet qu'il a fait depuis le palais de justice jusqu'à l'hôtel de ville. Il décrit les lieux, les personnes, voire même son état d'âme. Alors, dans le texte, vous allez trouver qu'il était en train de décrire son trajet du palais de justice jusqu'à l'hôtel de ville. Même il décrit presque dans le deuxième paragraphe peut-être, alors lorsqu'il a parlé des escaliers, du rez-de-chaussée, de la salle, alors il a mentionné pas mal de lieux qu'a décrit d'une manière péjorative, si on voulait dire, qui ont été marqués par un certain rétrécissement. Alors ce rétrécissement des lieux note que la mort s'approche, ou bien il nous mène vers la mort. La mort est là. Alors il ne lui reste pas beaucoup de temps dans cette vie.
Alors, les temps verbaux employés sont le présent d'énonciation, qui sert à mentionner que le narrateur est dans l'hôtel de ville. On a l'emploi de l'imparfait, qui a une valeur descriptive, bien évidemment. Alors, on a une description du trajet du palais de justice jusqu'à l'hôtel de ville, qui s'adonne sur la place de Grève. La focalisation dominante toujours dans toute l'œuvre et non pas seulement dans ce chapitre, c'est la focalisation interne. Cette dernière qui engendre la révolte interne du condamné, qui vise à dénoncer la barbarie de la peine de mort à l'aide de la description animée et frappante, ce qui est appelé hypotypose. Alors, comme d'habitude, on doit situer le passage. Alors, où se situe ce passage? Alors, comme vous savez, pour la situation de passage, toujours, on commence par la situation générale par rapport à toute l'œuvre dans laquelle on cite la date de publication, la date d'écriture, l'auteur, le genre littéraire, le titre et ainsi de suite. Après, dans le deuxième paragraphe, on passe à l'événement qui s'est passé juste avant. Ça veut dire par rapport aux événements, ou bien ce qui est appelé la situation événementielle. Et dans le troisième paragraphe, on doit mentionner l'idée générale du chapitre. De quoi parle le chapitre ou bien le texte qu'on est en train d'analyser ou bien d'étudier. Alors, ce passage est un extrait du roman à thèse intitulé « Le dernier jour d'un condamné ». Faites attention, toujours il faut souligner le titre et écrire les premières lettres en majuscules. De son écrivain français, Victor Hugo. Alors, ce n'est pas grave de mentionner toujours entre parenthèses la date de naissance et la date de décès, publié en 1829. Si vous voulez ajouter la date d'écriture, c'est 1828. La date d'écriture, c'est 1820, vers la fin de 1828. Et si vous voulez mentionner ce que j'ai déjà cité tout au début, concernant la première édition et la deuxième, alors ce n'est pas grave. Cet extrait se situe juste après une note de l'éditeur, dont il signale que les pages consacrées à cet extrait n'ont pas été retrouvées. Alors, vous pouvez remarquer que dans le chapitre 47, alors on a un chapitre tout à fait court et c'est un chapitre qui est intitulé « Mon histoire », mais il s'agit juste d'une note de l'éditeur dans laquelle il a signalé que les pages en relation avec ce chapitre, ça veut dire le chapitre 47, n'ont pas été retrouvées. Mais à partir du titre, ça veut dire mon histoire, le titre du chapitre 47, on peut deviner qu'il avait l'intention de raconter son histoire qui s'achève petit à petit. Maintenant, on va passer à l'idée générale de ce chapitre qu'on est en train d'analyser ou bien d'étudier. Dans ce chapitre, le narrateur parle de sa toilette à l'hôtel de ville, dont il décrit d'une manière dévalorisante les lieux, les personnages. Il nous fait part de ses sentiments. Alors, puisque la condamnation s'approche et puisqu'il ne lui reste que quelques heures en vie, alors comment serait son état d'âme à ce moment-là? Comment seraient les sentiments du condamné la veille de sa condamnation? Pour répondre à cette hypothèse ou à cette problématique plutôt, si on voulait dire, de lecture, on peut dire que dans cet extrait, la fin inévitable du condamné tisse ces derniers traits. Alors, le condamné se trouve à l'hôtel de ville, dernier pas avant la place de Grève, lieu de son exécution. En effet, le détenu ressent une révolte interne
noté par l'emploi de l'adjectif exécrable, qui note que la mort est proche et le condamné, c'est quelqu'un qui attend la mort. De plus, ses sentiments de souffrance, d'angoisse et de douleur sont énormes, surtout après sa toilette qui avait rendu ses sensations très sensibles. J'ai senti un fort d'acier et on a une sensation tactile. Les ciseaux ont grincé à mes oreilles, sensation auditive, etc. Ça veut dire que au moment où le condamné était en train de faire sa toilette, il avait une certaine révolte interne, un amalgame de sentiments, de peur, de douleur. C'est quelqu'un qui craint la mort. Avant tout, c'est un être humain. Il espère toujours s'échapper à son destin. Mais dans ce chapitre, il essaie de nous dire que son destin est scellé. Il ne peut pas s'échapper. Mais pourquoi a-t-il fait recours à une description dévalorisante, dite aussi péjorative? Alors, pour nous faire part de son désarroi et sa souffrance, le narrateur décrit péjorativement les lieux, trajets, corridors, escaliers, etc., qui mènent à la guillotine, et à l'aide de la description, le condamné blâme les personnages qui l'entourent. On a l'emploi des verbes d'action, qui les a utilisés afin de montrer le rapport de force auprès des gendarmes et la haine du peuple, aussi pour montrer la haine du peuple. On a l'utilisation d'un verbe passe-partout, le verbe faire. Alors, c'est un verbe qui a été utilisé par le jeune journaliste, ce qui mentionne que la guillotine est devenue habituelle. Le bourreau, qui est appelé le valet de la guillotine, barbarie du peuple, le narrateur, dans ce cas, dénonce l'avidité du peuple pour le sang humain. Il le compare à des chiens, voire à des loups affamés, guettant leur proie, prêts à l'attaque. L'horrible peuple qui aboie et attend et rit, des rires qui éclatent. C'était la foule hurlait plus haut au dehors. Dernièrement, on passe à notre axe habituel, à savoir les figures de style. Alors j'ai essayé de chercher quelques figures de style et je vous laisse bien évidemment l'occasion à en chercher d'autres. On a tout d'abord la périphrase, ces deux bras rouges. Alors pour parler de la guillotine, on l'a remplacé par une petite définition, ces deux bras rouges. Le valet de la guillotine. Alors pour remplacer le bourreau, on l'a nommé un valet de la guillotine. Des marchands de sang humain pour parler des cabaretiers ou bien de ceux qui vendent les tickets aux gens pour qu'ils puissent assister au spectacle de la guillotine. Dans la phrase suivante, on a depuis 6 heures, depuis 6 semaines, depuis 6 mois. Alors ici, on a un aphore plus gradation. Alors pourquoi un aphore? Tout d'abord, on a la répétition de l'adverbe depuis, l'adverbe de temps, depuis. Et on a la gradation 6 heures, 6 semaines, 6 mois. Ça veut dire qu'on a commencé par l'heure, du moins fort au plus fort. Heure, semaine et enfin mois. Pour l'énoncé suivant, ces bourreaux sont des hommes très doux. C'est l'antiphrase. Il l'a utilisé pour se moquer, bien évidemment. Alors l'antiphrase consiste à mentionner le contraire ou bien de dire le contraire de ce que l'on pense. La synecdoque, les 1000 têtes hurlantes du peuple entassé.
Alors ici, pourquoi synecdoque? On a remplacé l'être humain, qui est un tout, par une partie qui est la tête. Alors dans l'énoncé suivant, on a synecdoque plus métaphore, une mère de tête sur la place. Alors pourquoi synecdoque? On a remplacé l'être humain qui est un tout, bien l'ensemble des êtres humains par la tête qui est une partie. Et pourquoi une métaphore? Ça veut dire qu'on avait des têtes comme la mer. On a comparé les têtes à la mer, une mer de têtes. Alors les têtes sont comme une mer. Donc il s'agit d'une métaphore parce qu'on a une comparaison sans outil de comparaison. L'oxymore, c'est atroce, éloge. Alors ici, on a deux mots contradictoires juxtaposés. Atroce et éloge. L'anaphore, de la foule et de la foule. Alors on a répétition de la même expression au début de chaque énoncé. On a une répétition, chapeau bas, hyperbole, mille bouches. Alors ici, on exagère, on est en présence d'une idée exagérée. On a aussi la métonymie, la place a éclaté en bruit. Après, on a la métaphore, l'horrible peuple qui aboie. Alors, on a comparé le peuple à des chiens qui aboient. Il est comme des chiens. Donc, il s'agit d'une métaphore parce qu'on a une comparaison sans outil de comparaison. Il y en a beaucoup de comparaisons, mais j'ai mentionné seulement une. J'ai tremblé comme si j'eusse pensé à autre chose. Et finalement, on peut synthétiser et dire qu'encore une autre fois, Victor Hugo défend sa position abolitionniste de la peine capitale via la voix d'un personnage brisé de douleur, incarné de souffrance et comblé de peur, ainsi que la description animée s'avère l'outil adéquat afin de brosser la cruauté de la peine capitale. Merci pour votre attention mes chers élèves et on se verra dans une nouvelle leçon, Inch'Allah.